On a l'impression d'être en économie de guerre, petit à petit, alors qu'on n'est pas en guerre officiellement, selon le président de la République. Non, la difficulté qu'on a dessus, c'est qu'en fait, les Français savent que le pays est pris en otage dans un conflit qui est familial entre une entreprise privée et des syndicats. Et seulement, ils te mettent tout le monde dans le même sac en disant « on ne veut pas savoir ce qui se passe, c'est vos affaires de famille ». Et normalement, la personne qui doit s'occuper de régler ces affaires de famille, qui doit régler les litiges et qui doit agir comme régulateur, c'est l'État. Mais l'État est absent à tous les niveaux. Il est absent au niveau de la prévision, parce qu'il n'a pas été en capacité de prévoir ce qui allait se passer, alors que pourtant, on avait tous les signaux qui montraient en fait qu'il allait y avoir un conflit très important, et qu'en plus, il y avait des paroles comme Jean-Luc Mélenchon, etc., qui montraient que le conflit social était très important. Le deuxième point, c'est que l'État et les collectivités territoriales n'ont pas été en capacité de pouvoir organiser normalement cette pénurie. Quand vous avez des choses comme ça, vous mettez des personnes, des officiers municipaux, des agents publics pour être en capacité de réguler les flux et pour calmer les personnes en sachant que le climat est pré-insurrectionnel dans la mesure où la tension sur l'énergie a déjà provoqué la plus grande manifestation de ce 21e siècle avec la crise des Gilets jaunes. Ce n'était pas la plus importante en termes numéraires, mais c'était la plus importante en termes de force, en termes de mouvement et en termes de revendication. Et après, il y a un dernier élément qui est intéressant, c'est le sondage qui a été sorti sur le fait que les Français disent qu'à la fois 40% soutiennent les grévistes, 40% ne soutiennent pas les grévistes, mais surtout, ils sont unanimes par contre sur un point, c'est que 79% considèrent que c'est la faute de l'État qui n'a pas été en capacité de gérer. Donc au final, le conflit qui était privé devient porté par l'État et Emmanuel Macron qui était dessus est en incapacité de pouvoir régler cette situation. Moi, je pense qu'il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que le macronisme ? Le macronisme tient sur deux leviers principaux. La gestion de crise, dans la mesure où ils ont été élus pour gérer la crise sanitaire et pour gérer la crise en Ukraine. Et le deuxième élément, c'est que le macronisme incarne le parti de l'ordre depuis le mouvement des Gilets jaunes, depuis novembre 2018. Et s'ils perdent la gestion de crise et ils perdent la capacité à incarner le parti de l'ordre, qu'est-ce qui restera du macronisme ? Quasiment rien. On est dans de la politique. Depuis le début, ce conflit est politique. Depuis le début. Ça, c'est dommage. Vous voyez, quand je suis allé faire mon plein, j'ai attendu 2 heures, je me disais pas c'est politique. Je me disais c'est la consommation et le quotidien. C'est dommage. Jean-Luc Mélenchon, il sait qu'il est en difficulté sur plusieurs affaires, Quatennens, ses affaires de mœurs au sein de la NUPES, etc. Et donc, du coup, il est obligé de reprendre, comme dans les années 80, dans les années 70, ce que faisait Georges Marchais, c'est-à-dire appeler les syndicalistes pour pouvoir porter une révolution et pouvoir déplacer la préoccupation des Français sur les affaires de mœurs, de Sandrine Rousseau, le Bayou, etc., vers les questions économiques, pour là où il est censé être populaire. Mais la difficulté de Jean-Luc Mélenchon, quand vous prenez tout son parcours depuis qu'il a quitté le Parti socialiste, c'est-à-dire après le référendum de 2005, et quand vous regardez tout son parcours, c'est qu'à chaque fois qu'il a repris en main quelque chose, ça a foiré. C'est-à-dire que quand il a voulu créer à l'époque ce qu'il appelait le parti de gauche ou le front de gauche, ça a foiré. Ensuite, après, il a essayé de faire alliance avec les communistes, ça a foiré, il a foutu le bordel au sein des communistes. Et ensuite, après, il a essayé de créer un grand mouvement, et aujourd'hui, ce grand mouvement est en difficulté dans la mesure où les personnes se détestent entre les hommes et les femmes, et chacun utilise un argument pour faire tomber l'autre, et c'est pire qu'à l'époque de l'Union soviétique, où il y avait le clan de Staline, et il y avait le clan de l'autre côté des trotskistes. Donc c'est les mêmes batailles qui sont en train de se jouer. Et à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon reprend un mouvement social, le mouvement social coule. Je vais prendre le dernier quinquennat comme illustration. Au départ, le mouvement était parti sur la question des ordonnances travail, puis de la question de la réforme de la SNCF. Au départ, les mouvements partaient plutôt bien. Jean-Luc Mélenchon s'insère dedans et le nombre de manifestants commence à baisser. Au moment des Gilets jaunes, de novembre à décembre, le mouvement commence à monter. Il est très populaire. Je crois qu'il atteint 70% d'opinion favorable. Jean-Luc Mélenchon le reprend en main à partir de janvier et il commence à s'écrouler petit à petit pendant le grand débat jusqu'aux élections européennes. Et puis c'est la grande catastrophe. Il essaie de reprendre toutes les thématiques et à chaque fois, toutes les manifestations sont en train de couler parce que Jean-Luc Mélenchon est impopulaire. Ce qu'il faut comprendre dans les manifestants et auprès de la population générale, c'est qu'à chaque fois que vous mettez une manifestation dite politique, et le nombre de manifestants baisse parce qu'en fait, les politiques sont impopulaires. Moi, je trouve de moins en moins, et je vais illustrer. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des pénuries de carburant en 2010 et 2016, mais la CGT et les autres syndicats le faisaient au nom de l'intérêt général de tous les salariés. C'est-à-dire qu'en 2010, ils manifestaient contre la réforme des retraites portée par Éric Woerth et Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils utilisaient le fait de bloquer les stations essence pour faire pression sur le gouvernement pour retirer un projet. On peut être pour ou contre, mais en tout cas, le prétexte était on défend tous les salariés français pour qu'ils n'aient pas à travailler aussi longtemps. En 2016, il le faisait contre la loi El Khomri et contre ce qu'il trouvait importé qui était dégradant pour les conditions de travail, notamment avec l'extension implicite des 35 heures avec les référendums internes dans les entreprises. Là, cette fois-ci, ils ne le font pas. Ils prennent en otage tout le pays uniquement pour leurs propres intérêts personnels, dans la mesure où ils se battent, ils bloquent tout le pays uniquement pour augmenter les salariés. Non pas les salariés de chez vous, les salariés dans tous les services publics ou dans toutes les entreprises privées, mais uniquement pour leurs propres intérêts personnels. Et là, un syndicat qui prend en otage le pays, premièrement, c'est la première difficulté. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est le syndicat, la CGT, agit pour l'intérêt du pays et agit pour l'intérêt des salariés.
Quand on fait une comparaison entre les années 70 et les années actuelles, on vit exactement la même période, c'est-à-dire crise énergétique, inflation et faible augmentation de salaire. Ce qu'on a remarqué dans les années 70, c'est qu'à chaque fois que les gouvernements et les entreprises donnaient des augmentations de salaire, on entrait petit à petit en récession, ce qui a abouti à l'élection de François Mitterrand et à un grand déclassement de la France. Là, on est en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va augmenter les salaires, ça va nuire à la compétitivité des entreprises, des raffineries à long terme, et donc du coup, aujourd'hui, ils profitent des augmentations de salaire si par qu'elles ont lieu, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, de toute façon, Total va annoncer la suppression ou la fermeture des raffineries. C'est implicite de toute façon. De toute façon, Total gagne quasiment pas d'argent en France, donc implicitement, ils vont fermer leur entreprise en France. Et donc, du coup, à la fin, ils auront peut-être gagné 5% de salaire, mais de toute façon, dans 5 ans, dans 10 ans, ils n'auront plus d'emploi. Et en plus, après, à long terme, quand vous regardez les politiques qui sont menées, c'est-à-dire que la France commet à chaque fois une connerie. C'est-à-dire que dans les années 70, dans les années 80, on avait mis François Mitterrand qui était contracyclique par rapport à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Ça veut dire que François Mitterrand faisait une politique de la demande en soutien des salaires, alors que les pays anglo-saxons faisaient une politique de l'offre. Et nous, on fait exactement pareil. On fait un coup de pouce au salaire, alors qu'il faudrait faire une politique de l'offre pour encourager les entreprises à produire plus. Et ces entreprises qui produisent plus, qui mettent plus de produits sur le marché, et donc du coup qui rééquilibrent l'offre et la demande et qui permettent de faire baisser l'inflation. C'est le début peut-être d'une contagion sociale et d'amener la France, les Français dans la rue. Ça commence demain évidemment à la demande de LFI, mais mardi surtout avec ce mouvement très attendu. Mais je pense qu'il y a 2 points. Est-ce que la CGT arrivera à embarquer tous les Français dans une grève générale type Front Populaire ou mai 68 ? Il est probable que non, pour différentes raisons. Premier point, c'est que la CGT est impopulaire. C'est-à-dire, est-ce que les Français accepteront de manifester avec la CGT alors que, ils auront compliqué la vie pendant 1 à 2 semaines, pour le dire poliment. Deuxième point, c'est qu'ensuite la CGT est associée à Jean-Luc Mélenchon. Et est-ce que les Français, donc les électeurs qui sont opposés à Emmanuel Macron, vont accepter de défiler sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon ? La réponse est vraisemblablement non, parce qu'en fait, quand on regarde les élections législatives, ils ont même voté pour Emmanuel Macron pour faire battre Jean-Luc Mélenchon, ou ils ont voté Rassemblement National pour faire battre Jean-Luc Mélenchon. Donc ils n'y arriveront pas sur la grève générale. Il y a un seul point qui peut alimenter une grève générale et un mouvement type gilet jaune. C'est les erreurs du gouvernement qui sont en train de cumuler à tous les niveaux. Je pense notamment en faisant un parallèle entre ce qui s'était passé en novembre 2018 et ce qui se passe maintenant. À l'époque, c'était Benjamin Griveaux, Sibeth Ndiaye, etc. Et là, aujourd'hui, vous avez Pannier-Runacher, Olivier Véran, qui tiennent un discours qui est anxiogène, qui est faux, dans la mesure où à chaque fois que leurs affirmations sont contredites par une information officielle ou ce qui se passe dans la réalité, et les Français peuvent être pris légitimement en se disant « le gouvernement nous prend pour des cons, et donc du coup on va manifester contre lui dans la mesure où ces mesures de sobriété subies, comme elle appelle Pannier-Runacher, ou les mesures recommandées par le gouvernement n'améliorent pas la vie des Français. Et à ce moment-là, si vous avez des problèmes sur le chauffage, une augmentation de l'inflation, et ensuite après des problèmes énergétiques, et que vous avez des coupures d'électricité qui ne sont pas justement répartis, mais qui sont injustement répartis. Par exemple, si le gouvernement décide de privilégier la région Île-de-France au détriment des zones périphériques ou des territoires ruraux, là, les Français peuvent se soulever, et je pense que ça arrivera éventuellement cet hiver ou à la rentrée. Y a-t-il vraiment une offensive islamique à l'école, William T ? Oui, il y en a une, parce qu'il y a un totalitarisme islamique qui est à l'œuvre depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, et que ce totalitarisme islamique a vocation à tout gouverner et à changer le comportement des Français sur l'ensemble des modes de vie. C'est-à-dire que ce soit dans la vie privée, sur la façon de s'habiller, pour les femmes de porter un voile ou porter une autre tenue traditionnelle, que ce soit sur le comportement, est-ce qu'il y a le droit d'être enseigné ou pas. De toute façon, il faut comprendre que l'islam a une conception spécifique de la démocratie. Il suffit de lire le livre de Philippe Diribarne, L'islam devant la démocratie, qui montre qu'en fait, à partir du moment où vous placez une foi supérieure à un savoir, de toute façon, vous êtes en capacité de contester tous les enseignements, à tous les niveaux, que ce soit au niveau historique, même au niveau mathématique, je ne sais pas comment on fait, mais on est capable de le faire, au niveau géographique, etc. Et donc, ce qui se passe, en fait, par rapport à ce totalitarisme islamique, c'est qu'en fait, l'école, comme les territoires perdus, l'école devient un territoire perdu de la République, dans la mesure où on est en train d'abandonner petit à petit l'école, et que l'école se fait abandonner comme ce qu'on appelait les banlieues à l'époque, les territoires perdus de la République, dans la mesure où, de temps en temps, pour se donner bonne conscience, on augmente un peu les budgets, augmente un peu les salaires, mais uniquement pour calmer la révolte sociale, mais qu'on ne prend pas le phénomène à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'il y a une offensive islamique. Il y a des personnes qui sont obligées de quitter ces territoires. C'était le témoignage que vous avez diffusé avec le professeur, qui est obligé de fuir. Et ce que montrait Christophe Guilluy dans France périphérique, c'est que les gens fuyaient la banlieue à l'époque. Donc c'est pour ça que je pense que l'école est un territoire perdu de la République et qu'il faut du coup mener une contre-offensive pour pouvoir récupérer et resanctuariser l'école en distinguant l'instruction de l'éducation qui appartiendrait aux parents et l'instruction qui appartiendrait à l'éducation nationale. Ça pose une nouvelle question, et je ne suis pas sûr que Pape Ndiaye le fasse. Je pense que du coup, la question qu'on doit se poser sur comment faire, c'est qu'il faut nettoyer
l'administration de l'éducation nationale qui fait tout parce que, par rapport à Éric Zemmour, je ne pense pas que ce soit pour une question de francocide, parce qu'il y a des Français qui collaborent avec eux. Je pense que le sujet, c'est de pouvoir nettoyer l'éducation nationale à la mesure où des personnes laissent l'emprise islamique et que tant qu'on n'arrivera pas à dégager ces personnes, eh ben on n'arrivera pas à reprendre la main sur l'école. William T., est-ce qu'il y a eu un laisser-aller ces derniers temps pour qu'il y ait cette montée en puissance et ces 313 signalements au mois de septembre, ce qui est considérable? Mais c'est surtout qu'en fait, l'administration de l'éducation nationale et même éventuellement certains proviseurs demandent aux professeurs parfois de ne pas signaler ou de ne pas se manifester pour ne pas créer ce qu'on appelle, ce que votre témoignage disait, de ne pas créer de vagues. C'est ça le sujet essentiel, parce que si vous créez une vague dans un établissement, eh ben la personne concernée qui portait un voile, etc., va ramener plusieurs personnes de sa famille ou de la cité. Ils vont se regrouper devant l'école et ça va provoquer des incidents. Et qu'est-ce que va faire le proviseur face à ça? Ben, il va lâcher son professeur. C'est comme ça que ça se passe matériellement. Donc même si vous avez des nombres, le nombre réel est beaucoup plus important dans la mesure où il y a des professeurs qui ne signalent pas pour s'auto-censurer. Et c'est la même chose sur la question des enseignements. Ça veut dire que quand vous êtes un professeur d'histoire, il y a plusieurs témoignages qui montrent que vous ne pouvez pas enseigner la même chose quand vous êtes à Louis-le-Grand que quand vous êtes en Seine-Saint-Denis. Et le problème de phénomène s'accroît en fait un peu partout. Et vous avez raison de mettre un distinguo entre offensive islamiste et offensive islamique. C'est-à-dire qu'offensive islamiste, c'est des personnes qui s'organisent pour théoriser l'attaque et l'offensive et l'entrisme à l'école. Alors qu'offensive islamique, c'est des personnes qui le font, mais inconsciemment, uniquement parce qu'ils ont subi des pressions, etc. Donc eux ne sont pas acteurs, en fait, ils sont passifs par rapport à cette chose-là. Et évidemment, il faut différencier les deux. Mais d'eux-mêmes, et le résultat réel fait que, dans l'ensemble des établissements de régions parisiennes, en tout cas où il y a une population spécifique, au niveau social et au niveau ethnique et au niveau religieux, et ben vous avez des écoles où c'est de plus en plus compliqué. Et là, le sujet qu'on voit sur les questions de sécurité, notamment que ça s'étend au centre-ville, notamment dans le quartier de centre-ville de Lyon ou certains centres-villes, c'est-à-dire qu'avant, ça se regroupait principalement dans les banlieues de grandes métropoles. Maintenant, dans certaines écoles de grandes métropoles, c'est en train d'arriver aussi en raison de la carte scolaire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle d'offensive islamique, dans la mesure où c'est en train de s'étendre un peu partout. Il y a éventuellement les territoires ruraux et les petits villages qui sont préservés, mais quasiment chaque école de région parisienne ou de région de grande métropole fait face à ce type de menaces et d'offensives islamistes. Et comment faire face alors que l'administration de l'éducation nationale dit pas de bruit, pas de vague, que les proviseurs ne soutiennent pas leurs professeurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut parler de territoire perdu de la République dans la mesure où on abandonne les professeurs qui sont en première ligne. Et c'est pour ça que vous avez des sujets, et vous faites des sujets sur le fait que les professeurs ne veulent pas y aller dans certains territoires, ne veulent pas être embauchés, ne passent pas les concours du CAPES, dans la mesure où c'est de plus en plus difficile. Vous avez un salaire qui est compliqué. Vous faites face à des menaces qui sont de plus en plus fortes au niveau intégriste et au niveau religieux. Vous faites face à des violences éventuellement parce que vous êtes contesté en votre autorité. Vous ne pouvez pas délivrer un savoir correctement. Et donc à la fin, pourquoi est-ce que vous allez vous battre après un étude de Bac+5 pour gagner 1 800 € par mois? Des gens se posent la question et au final, ils abandonnent. Alors, est-ce que c'est gênant que quelqu'un qui soit un personnage important au sein du groupe présidentiel soit nommé au conseil d'administration de France Télé? Il y a un point, il y a des règles qui ont été établies et des règles qui doivent être respectées. C'est-à-dire que normalement, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent avoir un représentant à France Télévisions. Ensuite, ce représentant doit être choisi. Mais traditionnellement, on mettait le président de la commission des affaires culturelles. Et là, je pense que France Télévisions est offusqué par Aurore Bergé parce qu'au lieu de prendre la présidente ou le président de la commission des affaires culturelles, je ne connais pas son nom, désolé, mais ils ont pris Aurore Bergé. Et symboliquement, c'est important parce que c'est la présidente du groupe Renaissance et du parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Qu'on respecte les règles, oui. Qu'on utilise les règles à son propre avantage politique, non. Et c'est ça que les France Télévisions et les syndicats ont le droit de reprocher à Aurore Bergé. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas reproché le fait qu'ils aient choisi le président ou la présidente de la commission des affaires culturelles, mais le fait que la majorité présidentielle joue sur ces règles à son propre avantage et ensuite après disent « Ah ben non, il faut défendre la démocratie face aux menaces extrémistes, etc. » Je pense que là, ça pose problème. Quand le propre pouvoir modifie les règles et modifie les traditions et utilise une forme de dépotisme en quelque sorte, je pense que ça pose souci, notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur pas mal de sujets. J'aimerais